Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous aimez écouter À côté de mes pompes chaque semaine. Pour m'aider à aller plus loin encore, je vous invite à me rejoindre sur la plateforme participative Patreon. Patreon est une plateforme de financement participatif qui permet aux créateurs de contenu comme moi de recevoir un soutien direct de la part de leurs fans. En devenant membre de la communauté du podcast, vous aurez accès à des contenus inédits, des épisodes supplémentaires, mais vous pourrez surtout contribuer activement au développement de ce projet. Votre soutien est essentiel pour faire grandir ce podcast. Visitez patreon.com/à côté de mes pompes et découvrez toutes les surprises que je vous réserve. Le lien figure dans les notes des épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures en course à pied et je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 250 aujourd'hui, et c'est une capsule L'œil du coach avec Bruno que je retrouve pour un épisode consacré à cette préparation vers le marathon olympique, ce marathon pour tous qui se tiendra le 10 août prochain. Dans cet épisode, j'ai servi de cobaye. J'avais en effet beaucoup de questions à poser à Bruno dans le cadre de ma préparation, mais également sur des erreurs, des écueils à ne pas commettre dans ces dernières semaines avant l'objectif. Nous décortiquerons également le parcours. Bruno vous expliquera pourquoi il est important d'intégrer du renforcement musculaire dans votre préparation et puis des conseils sur l'horaire, sur la chaleur, mais également la stratégie, tout comme l'hydratation. Un épisode très riche si, comme moi, vous êtes en pleine préparation d'un premier marathon, qui plus est s'il s'agit de ce marathon pour tous, le marathon olympique. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, prenez un petit calepin, un crayon et je vous emmène sur cet épisode en compagnie de Bruno Heuby. C'est une capsule L'œil du coach, comment bien aborder ce marathon pour tous, décryptage et conseils. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach durant laquelle nous allons parler de mon prochain objectif, à savoir le marathon pour tous. Alors le 10 août prochain, sur la ligne de départ du côté de l'Hôtel de Ville à Paris, je prendrai part à mon premier marathon. Alors je venais chercher quelques conseils, mais tout d'abord, je te souhaite la bienvenue à nouveau Bruno sur cet épisode du podcast. Seb, ravi de vous retrouver à nouveau pour parler de course à pied, pour parler d'objectifs. Et puis oui, c'est vrai que là, le marathon pour tous, c'est quand même un événement exceptionnel, unique. Donc ça va être sympa de discuter autour de ce sujet passionnant. Alors Bruno, tout d'abord, est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui vont prendre part à cette course dans le cadre des Jeux Olympiques ? Oui, effectivement, à la fois des amis, mais aussi des personnes que je vais entraîner, que j'entraîne et que je vais accompagner pour cet objectif si particulier. Et puis c'est vrai que ce marathon ne ressemble pas forcément aux autres marathons qu'on a l'habitude de voir sur le calendrier des courses, donc c'est un peu particulier. Je pense que ça suscite pas mal de questions sur comment le préparer. Il est vraiment particulier, on va y revenir, je pense, donc ça suscite pas mal de questionnements effectivement chez les coureurs. En ce qui me concerne, tu le sais, ce sera ma première expérience sur cette distance. Comment tu me conseillerais de l'aborder ? Parce que je suis partagé, entre cette peur et cette excitation d'avoir un nouveau challenge après avoir écumé 20 années de course à pied. Je saute les deux pieds joints dans l'inconnu. Comment éloigner cette peur et garder le côté excitation avec la nouveauté, parce que c'est effectivement un nouveau défi pour lequel je me prépare. Ouais, c'est exactement ça. C'est un mélange un peu d'excitation et de peur qu'on ressent quand on se lance sur son premier marathon. Alors après, sur un premier défi en général, c'est un petit peu ce mélange de sensations qu'on a. Et justement, je trouve que c'est ça qui est passionnant et qui est intéressant. C'est qu'on a peur, mais on a très envie d'y aller. Donc, moi, je conseille systématiquement aux gens qui se lancent sur un premier marathon de ne pas se fixer d'objectifs chronométriques. Alors, bien évidemment, on essaye d'encadrer quand même un peu le coureur. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver quand même des zones d'allure. Il faut quand même plus ou moins se projeter dans quelque chose qui soit concret. Mais ne pas oublier que
l'objectif chronométrique doit être secondaire. Sur un autre marathon ou sur un autre type de marathon, on pourrait essayer de se fixer un chrono. Là, moi, je conseille vraiment de ne pas trop se prendre la tête avec il faut franchir la ligne, ça c'est le plus important. Bien évidemment, on s'adresse là à des milliers de coureurs. Certains vont vouloir le faire rapidement, d'autres vont vouloir juste finir. Le niveau est tellement hétérogène qu'on ne peut pas catégoriser et puis faire un exemple unique. Mais de manière générale, soyons très prudents avec les objectifs chronométriques. Alors, selon les organisateurs, il y aura, et j'en ferai partie, 25% du peloton qui seront des néo-marathoniens. Moi, je trouve que cette distance, même si au regard des statistiques, des chiffres qui composent les pelotons des marathons de Paris et des marathons qui peuvent fleurir aux quatre coins en France, je tiens à ne pas banaliser cette distance parce que c'est quand même quelque chose qui est à la fois symbolique, mais un marathon, c'est quelque chose qu'on aborde quand même avec sérieux et c'est pas comme un 10 km. Aujourd'hui, on a tendance à voir des gens qui disent bon, je fais mon marathon au bout de 6 mois, 1 an de pratique. Ça peut être un petit peu dangereux et j'ai pas envie, moi, de banaliser, tu vois, cette distance et cette compétition. Tu as parfaitement raison. Il faut surtout pas banaliser. Ça serait la pire des choses à faire parce que banaliser, ce serait ne pas se rendre compte de la difficulté de l'objectif. Alors certes, des gens vont courir beaucoup plus longtemps, des 100 km, des 24 heures. Néanmoins, le marathon, c'est une épreuve. À chaque fois, on repart à zéro. Et même des coureurs très expérimentés ne doivent jamais banaliser cette distance. Donc, qu'on soit débutant, qu'on soit coureur confirmé, ne jamais tomber dans l'excès de facilité que pourrait représenter le fait de banaliser cette distance. Parce que un marathon, ce n'est jamais facile. Quels seraient les autres écueils, les erreurs à ne pas commettre en amont d'une préparation comme celle-ci, avant le défi? Est-ce que tu vois, toi, des drapeaux rouges que l'on pourrait mettre à un coureur qui vient à débuter cette préparation? Là, on est à 8 semaines de l'échéance. Est-ce que tu vois, toi, des petites erreurs à ne pas commettre ou des conseils vraiment très pratiques à mettre en place? Moi, je crois qu'il y a un point sur lequel il faut être très vigilant, c'est la durée de la sortie longue. Je trouve que de manière générale, les gens ne s'entraînent pas suffisamment longtemps. Alors, à l'inverse, j'explique toujours qu'il ne faut surtout pas vouloir courir un marathon d'entraînement. Ça, c'est la pire des choses à faire. Ne le faites surtout pas. Ne vous testez pas pour vous rassurer. Ne faites pas un marathon d'entraînement pour essayer de vous prouver que vous êtes capable de faire 42 km parce que là, vous allez faire votre compétition avant le jour J. Donc, surtout, il ne faut pas faire ça. Mais, néanmoins, il ne faut pas négliger les sorties longues, c'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à courir. Alors, une fois de plus, c'est entre quelqu'un qui va courir 2h30 et quelqu'un qui va courir 5 heures, c'est le double. Donc, on ne peut pas généraliser. Donc, les sorties longues ne seront pas les mêmes pour quelqu'un qui court 2h30, on y reviendra, ou quelqu'un qui court 5 heures. Mais, soyez vigilants à vous préparer. Cette sortie longue, elle a vraiment, alors je ne sais pas si on y reviendra en détail ou si tu veux qu'on en parle maintenant. Cette sortie longue, elle a quand même beaucoup d'intérêt. Elle a beaucoup d'objectifs, elle prépare à différentes choses et la négliger, ne pas faire suffisamment long pour son marathon, c'est, moi, je trouve un écueil qu'on rencontre souvent. Moi, j'applique la règle des 4/5e, on pourrait y revenir en détail. Et très souvent, les coureurs me disent, mais on me dit que ce plan, il est trop dur, on me dit que les sorties longues sont trop longues. Je crois qu'il y a pas mal de gens dans l'athlétisme qui ont un peu de mal avec les durées d'effort et qui ne sont pas habitués. Il faut vraiment se préparer à ça, quoi. Quelqu'un qui court 5 heures, maintenant, au marathon pour tous, on a des coureurs très populaires. Les gens courent en 5 heures, 5h30, 6 heures. Moi, je pense que courir un marathon en 5h30, 6 heures, ça s'approche de ce qu'on faisait nous quand on faisait du 100 km en moins de 7 heures, Ou ça se rapproche de la problématique de Guillaume Ruel qui veut, lui, courir son 100 km en moins de 6 heures. On est sur les mêmes durées d'effort. C'est pas du tout la même distance, mais finalement, c'est la même logique. Voilà, donc, ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il y a un autre point sur lequel on doit attirer l'attention, c'est tout ce qui est logistique, le matériel, les chaussures. Voilà, on s'apprête à courir très longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, tester, se préparer à l'hydratation, à l'alimentation si nécessaire, se préparer au matériel. Il faut que le jour J, on ait tout testé dans les moindres détails pour qu'on ne soit pas confronté à un problème de frottement, confronté à un problème de déshydratation, enfin bref, tout ce que
tout ce qu'on peut rencontrer sur une distance aussi longue. Pour calibrer l'entraînement, on parlait tout à l'heure d'une zone d'allure parce que même si l'objectif est de passer la ligne d'arrivée et d'être finisher de ce marathon pour tous, comment on va pouvoir déterminer ces allures d'entraînement et les bonnes cibles entre guillemets, notamment pour cette sortie longue? À quelle vitesse la réaliser lorsqu'on n'a qu'un objectif de terminer et d'être finisher de cette Olympiade avec ce marathon parisien? Ouais, c'est ça. C'est vrai que d'un côté, je dis qu'il ne faut pas que se fixer l'objectif chronométrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être obnubilé par le temps que l'on va mettre. Il faut se donner de la marge. On doit être large au niveau des objectifs. Néanmoins, il faut savoir sur quelle base on part. Donc, la façon la plus précise d'évaluer son potentiel, on va prendre ton exemple, Seb, la façon la plus facile d'évaluer son potentiel sur un marathon, pour voir ce qu'on pourrait faire, c'est de multiplier le temps sur semi par 2 et ensuite d'ajouter, souvent on entend une règle, rajouter 10 minutes, rajouter 15 minutes. Ça, je pense que c'est pas pertinent parce que rajouter 10 minutes, rajouter 15 minutes, c'est pas la même chose une fois encore si on court 2 heures ou si on court 2h30 ou si on court 5 heures. Donc moi, je préfère parler en pourcentage. Donc dans la moyenne, les statistiques nous disent que quand on multiplie le temps par 2 et qu'on rajoute 10%, on est dans une fourchette à peu près d'endurance normale. Quelqu'un qui est très endurant va multiplier son temps par 5%, va rajouter 5%. Et quelqu'un qui n'est pas sûr du tout, qui se lance sur son premier marathon et rajoute 15%. Donc après, faites vos calculs, on peut le faire avec toi. Après, c'est juste du calcul. C'est le temps multiplié par 2 fois 0,5, le temps multiplié par 2 fois 1, le temps multiplié par 2 fois 1,5 et on obtient l'estimation du temps sur le marathon. Et ça permet de définir la durée de la sortie longue. Si par exemple on a obtenu du calcul un temps de 4 heures par exemple, on va pouvoir fixer l'allure marathon, ce qui va être très importante à travailler, et on va pouvoir aussi fixer la durée de la sortie longue en utilisant ma règle des 4/5 pour savoir jusqu'où on va aller en sortie longue. Alors moi j'avais fait ce semi-marathon du côté de Cheverny en avril dernier et je l'ai passé en 1h44. Alors c'était pas une allure vraiment très poussée parce que j'avais déjà voulu tester un semblant d'allure marathon. Donc si je me base sur ce dernier chrono, 1h40, on multiplie par 2, on arrive donc à 3h20 et je rajoute ces 10%. La difficulté, c'est que je ne connais pas, tu vois, cet indice d'endurance. J'ai cette difficulté de me positionner en est-ce que tu es un coureur endurant, un petit peu endurant ou très endurant. Là aussi, comment on va pouvoir jauger et tester de cette capacité à soutenir l'effort sur la longue durée? Alors, il y a une indication qui est très intéressante, et là encore, c'est le terrain qui nous parle, donc c'est forcément juste. C'est le passage du 10 km au semi-marathon. Si, lors du passage du 10 km au semi-marathon, la perte de temps n'est pas très importante, on peut estimer que l'athlète a une endurance aérobie, un indice d'endurance relativement élevé. Si c'est un bon coureur de 10 km et que sur semi, les temps ne sont pas à la hauteur, on peut estimer que son indice d'endurance n'est pas très bon ou qu'il ne s'est pas préparé correctement pour ce semi-marathon. Moi, je connais beaucoup de coureurs qui faisaient, moi, je vais prendre mon exemple puisque c'est ce que je maîtrise le mieux. Je faisais 33 minutes au 10 km, je faisais 1h11 au semi, j'avais un bon indice d'endurance. Je connaissais beaucoup de coureurs qui faisaient 1h11 ou 1h10 au semi, mais qui faisaient beaucoup mieux que moi au 10 km, qui faisaient 32 minutes, 31 minutes, et qui donc ne passaient pas très bien ce cap du semi-marathon. Donc là, pour ces coureurs-là, il vaut mieux être prudent, ils se basaient plutôt sur 10% à rajouter que 5%. Moi, je rajoutais 5% parce que j'avais un bon indice d'endurance. C'était confirmé par mon passage du semi au marathon, 1h11, 2h30. Donc, j'avais plutôt un bon indice d'endurance. Donc, on peut se servir de ces données de terrain, des chronos qu'on a réalisés pour avoir vraiment une estimation précise et juste de son indice d'endurance. Donc là, dans ton cas, 1h40, on multiplie par 2, 3h20. 3h20, ça fait 200 minutes. Donc, on va rajouter 10%. On va rajouter 20 minutes. Donc, on obtiendrait donc une estimation de ton temps sur
sur marathon. Bon, j'étais sur une fourchette entre 3h30 et 4h. Toi, donc j'étais à peu près dans la bonne allure. Est-ce qu'il faut garder cette fourchette-là ou est-ce qu'on va vraiment aller un petit peu plus finement sur une allure vraiment spécifique? Je sais que tu aimes bien travailler à l'allure qui va être celle de l'allure de course. Donc là, la fourchette, on la garde en mémoire ou est-ce qu'on va vraiment aller travailler sur cette allure cible à 3h40? Moi, je conseille de travailler vraiment à son allure cible. C'est le principe de l'endurance qui n'est pas transférable. Hein. On est endurant, on est efficace, on est efficient aux vitesses où on s'entraîne. Si je m'entraîne à une allure de 3,40, je serai efficient à 3,40. Le professeur Lacour disait l'endurance n'est pas transférable. Donc, si je m'entraîne pour préparer un objectif de 3h40, j'essaye de cibler au maximum cette allure de 3h40. Je m'entraîne pas à 3h30 en me disant si je m'entraîne à 3h30, j'aurai de la marge, je vais qui peut le plus peut le moins. Donc ça fonctionne pas. Qui peut le plus peut le plus. Donc qui peut le moins peut le moins. Donc en course à pied, ça ne marche pas. Ça ne court pas. Donc je garde quelque chose de relativement précis. Ton objectif c'est 3h40. Il va falloir s'entraîner à cette allure-là, ni au-dessus, ni en dessous, pour bien travailler ton efficience et ton rendement. Hein. Le corps humain, bien fait, plus on court à une vitesse, plus il met en place les mécanismes d'adaptation pour être efficient. Ça vient de nos ancêtres, hein, chasseurs-cueilleurs. On avait cette nécessité d'être économique parce que nous, les êtres humains que nous sommes, on n'est pas vraiment fait pour courir vite, on produit beaucoup de chaleur. Enfin bref, nos ancêtres, pour survivre, ils avaient dû mettre en place des choses un peu différentes. Ils couraient pas vite, mais ils avaient cette capacité à courir longtemps. Voilà. On a gardé ça de nos ancêtres. Alors, je reviens finalement sur ce que tu m'avais dit quand tu étais passé donc par Beaugency l'année dernière et qu'on avait fait une séance de piste ensemble sur ma foulée que tu avais vue très avant-pied. Et hier, donc dimanche, en sortie longue, j'ai pensé à ces conseils que tu m'avais indiqués de peut-être revenir sur quelque chose d'un petit peu plus arrière, médio-pied, de façon à être plus efficient justement et avoir une foulée qui soit plus économique. Est-ce que ça passe également par cela, l'entraînement avec cette économie de course? Oui, c'est ça. Alors j'ai un exemple en tête qui est remarquable, c'est Gebre Selassie. Alors évidemment, ça commence un peu à dater, mais cet athlète qui était capable de courir le 1500 en 3,34, 3,35 avait une foulée très très en avant du pied. Donc voilà, il a été performant sur 1500, 5000, 10 000, même sur semi-marathon, mais il a mis beaucoup de temps à trouver les clés du marathon, à ne pas se blesser, parce que justement, sa foulée étant tellement dynamique, tellement sur l'avant du pied, que les charges sur toute sa chaîne postérieure étaient très élevées et il se blessait. Il se blessait au tendon d'Achille, il se blessait au mollet. Donc il a mis beaucoup de temps avant de changer cette foulée pour qu'elle soit adaptée à celle du marathon. Donc oui, la fonction crée l'organe et le fait de courir à ces vitesses va petit à petit faire que cette foulée va s'adapter, elle va devenir plus propice à courir pendant des dizaines de kilomètres. Est-ce que tu peux, Bruno, préciser dans cette sortie longue cette règle des 4/5e et comment on va pouvoir l'appliquer sur un rétro-planning pour arriver sur cette valeur et sur une sortie longue à la fin donc du plan marathon qui se rapprochera de ce qu'on sera en mesure de faire le jour J. Comment tu la mets en place et comment tu vas voir cette progressivité semaine après semaine? Oui, alors cette règle des 4/5e que j'applique, en fait, elle vient du fait d'avoir justement entraîné des athlètes à 2h15 mais aussi à 5h. Et donc de me rendre compte que la durée d'une sortie longue, elle est forcément différente en fonction de ce type d'athlète. Un athlète qui fait des sorties longues, qui fait 2h15 au marathon, n'a pas besoin de faire des sorties longues de 2h30. Il va faire plus que son marathon. C'est logique. Mais par contre, quelqu'un qui s'apprête à courir 5 heures a besoin de cette endurance musculaire, de cette endurance articulaire, a besoin d'améliorer aussi de se préparer aussi mentalement, psychologiquement, à courir aussi longtemps. Donc, si lui fait des sorties longues de 2 heures, son corps, son cerveau, ses muscles, ses tendons, ses ligaments ne vont pas comprendre ce qui se passe quand il va courir 2h30, 2h45, 3 heures, etc. Et souvent, ce qu'on rencontre chez les coureurs, parce que heureusement, le marathon est devenu une course populaire,
donc 55 000 coureurs prennent le départ du marathon de Paris maintenant, c'est que tous ces gens qui pensent, on en a déjà parlé sur d'autres capsules, qui pensent qu'ils ont rencontré le mur du marathon entre le 25e et le 35e se trompent, parce que le mur du marathon, c'est fait pour les Formule 1 qui ne fonctionnent qu'au glycogène et qui, eux, ont besoin d'avoir beaucoup d'énergie, et quand ils n'ont plus d'énergie, quand ils n'ont plus ce carburant, ils sont obligés de ralentir. Mais la plupart des écueils qu'on rencontre entre le 25e et le 35e, ce sont des douleurs musculaires, ce sont des douleurs articulaires, c'est de la déshydratation. Mais n'importe quel coureur, même un athlète de haut niveau qui fait du marathon 2h15, si on lui demandait de courir 3h, 4h, 5h, c'est le cas des coureurs de 100 km, il aurait les mêmes problèmes. C'est-à-dire que lui aussi devrait s'entraîner longtemps. Guillaume Ruel, il fait un marathon toutes les semaines, quasiment l'entraînement, parce que il a besoin, lui, de courir 3h, 4h pour préparer son 100 km. Donc, on est dans la même logique. Donc, pour répondre, j'en viens à l'essentiel, pour répondre à cette notion de durée de sortie longue, la règle des 4/5e, elle permet, à 3 semaines de l'objectif, donc à S-3, moi, je vais un petit peu à l'encontre des préparations marathon où la phase d'allègement dure 2 semaines. Moi, je pense que c'est mieux qu'elle dure 3 semaines pour la majorité des coureurs, parce que voilà, quand on fait une sortie longue, on prépare un marathon à 5 heures. La règle des 4/5e, on fait une sortie longue de 4 heures. Il y a besoin d'avoir du temps pour récupérer tout ça, de faire une phase de relâchement qui soit suffisamment longue. Donc voilà, c'est une règle de calcul. Donc je fais un marathon en 3 heures. Ma sortie la plus longue, elle va durer aux alentours de 2h25, donc les 4/5e. Je fais un marathon en 4 heures. Ma sortie la plus longue, elle va durer entre 3h10 et 3h15, 3h12, très exactement. Donc toi, Seb, 3h40, la sortie la plus longue, elle est autour, alors très précisément, c'est 2h56. On va arrondir, 2h55 ou 3h. Donc à S-3, à 3 semaines de l'objectif, je positionne ta sortie de 2h55 ou de 3h si tu veux te rassurer. On n'est pas à 5 minutes près quand même. Et là, je vais faire un rétro-planning et je vais enlever un quart d'heure à chaque semaine de façon à ce que la montée en charge se fasse progressivement, de façon à ce que la durée s'allonge au fur et à mesure et que ce qui va te paraître en début de plan d'entraînement parfois difficile, tu fais une sortie de 2 heures, tu te dis mais waouh, je suis pas forcément super bien là, comment je vais faire quand il va falloir que je fasse 3 heures? En fait, le miracle de l'entraînement et le miracle de l'adaptation font que si chaque semaine les 10 ou 15 dernières minutes sont difficiles, en fait elles sont toujours difficiles les 10 ou 15 dernières, sauf que les 10 ou 15 dernières, ça correspond à 1h30, ça correspond à 1h45, ça correspond à 2 heures, et finalement on s'aperçoit que le corps humain s'adapte. Et c'est toujours les 10 ou 15 dernières minutes qui sont un peu compliquées, sauf que ces 10 ou 15 dernières minutes, elles interviennent après 2 heures, 3 heures, 4 heures d'effort. Ça, c'est la magie du corps humain qui est capable de s'adapter de façon incroyable. Alors, là où c'est un peu compliqué, bon, je pense que, je sais pas si c'est nécessaire de rentrer dans le détail, c'est qu'effectivement, quand on se prépare pour 5 heures, si on fait un rétro-planning, il va falloir un sacré nombre de semaines pour arriver à démarrer sur une sortie longue entre guillemets normale, on va dire 1h15, 1h30, ce que tout le monde arrive à peu près à faire. C'est sûr que quand on fait un marathon en 2h15 et que la sortie la plus longue, elle dure 2 heures, c'est pas très compliqué de programmer une progression, parce que le marathonien de haut niveau, il est tout de suite capable de faire une sortie longue. Il a même pas besoin de travailler ça. Pour 2 heures, il sait le faire. Encore plus parce que lui, c'est un professionnel. Donc on est vraiment dans une logique, dans une approche qui n'est pas la même. Je le répète, on prépare un marathon à 2h15. Pour toi, 3h40, ça va être encore une autre logique. Et puis pour ceux qui vont le faire en 4h30, 5h, ça va être encore une autre approche. Mais c'est ça aussi qui est passionnant dans l'entraînement. Sur cette sortie longue, Bruno, on est à l'allure qui va être l'allure cible. On n'est pas sur des fractions qui vont être intégrées à cette sortie longue. On est sur quelque chose qui va être relativement constant. Ou est-ce que tu apportes un petit peu de dynamisme à l'intérieur de tes sorties longues? Alors, ça dépend, encore une fois, du niveau du sportif. Un marathonien, donc je prends toujours les extrêmes, un marathonien en 2h15, le pourcentage de VMA que représente sa vitesse marathon est élevé. C'est-à-dire que lui va courir à 18, 19 km/h. Donc, cet effort à allure marathon représente quelque chose d'important. On est sur une séance qualitative. À l'inverse, et je fais exprès de prendre des exemples extrêmes pour bien illustrer mon propos, quelqu'un qui fait un marathon en 5 heures, il va s'apprendre à courir plus lentement
que sa vitesse naturelle. Donc lui, il va devoir apprivoiser la lenteur et la durée. Alors qu'à l'inverse, le coureur de haut niveau, lui, il va devoir s'engager sur une intensité qui est élevée. Donc, pour le coureur de bon niveau, on va fractionner, comme une séance de VMA, on va fractionner les durées à marathon parce que c'est difficile, parce que l'intensité est élevée. À l'inverse, le coureur qui prépare un marathon en 4 heures, 4h35 heures, qui lui va devoir courir plus lentement que sa vitesse naturelle, peut faire du continu. Ça ne lui pose pas de problème. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu de manière claire et précise, mais on a vraiment une logique qui va être différente en fonction du profil de coureur. Moi, je vais même maintenant sur certaines sorties longues avec des coureurs dont la vitesse est spécifique et très lente. Je vais mettre des allures un peu plus rapides avant et après pour générer une espèce de pré-fatigue qui vont lui permettre de se retrouver un peu dans ces conditions du dernier quart de course, que c'est ça en fait la clé du marathon. C'est préparer les 10-12 derniers kilomètres qui vont être difficiles. Comment faire pour reproduire l'état, entre guillemets, dans lequel je vais me retrouver dans ces 10 derniers kilomètres. Quand on a trouvé ça dans les contenus d'entraînement, on a trouvé une grande partie des clés en fait de la solution pour bien finir ce marathon. Autre particularité sur ce marathon pour tous, c'est la topographie qui n'est pas des plus planes. Étant dans le Loiret, tu connais un petit peu la topographie des environs de la maison, eh bien, il va falloir intégrer du dénivelé dans ces sorties longues. Ce que j'ai fait hier, je me suis appliqué à ne prendre que des portions qui étaient relativement escarpées, du moins à l'échelle du Loiret, avec très peu de portions planes pour habituer finalement mon corps à cet effort, parce que là, le profil affiche 436 mètres de dénivelé positif et 438 mètres de dénivelé négatif. Donc, il va falloir gérer également, en plus de la distance, ce dénivelé, ces montées, ces descentes, avec des portions atteignant, je crois, jusqu'à plus de 13,5%. Comment on peut se préparer là aussi dans notre entraînement à cette contrainte supplémentaire que nous offre ce marathon pour tous? Alors, là, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas ou peu, on peut dire jamais sur un marathon. Et là, c'est le coureur qui a fait les 100 km de mieux qui te parle, puisque c'est la problématique de cette course, la problématique des 100 km de mieux. En ce moment, je prépare beaucoup de gens aussi pour les 100 km de mieux. La problématique de cette course, c'est le dénivelé. Comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter au dénivelé? Donc, comme pour les coureurs que j'accompagne pour Millau ou pour des trails, moi, je mets en place des séances spécifiques de renforcement musculaire, mais de manière naturelle, quand c'est possible. C'est-à-dire que, par exemple, en complément de la sortie longue, qui, comme tu l'as bien décrite, doit être le plus possible variée et avec des portions de dénivelé. Donc, on va faire une sortie longue dans laquelle on va introduire le plus possible des montées et des descentes. L'idée, c'est de respecter un peu le ratio de la course. C'est-à-dire que sur le marathon pour tous, il va y avoir quand même des parties plates. Donc voilà, il y aura la côte des Gardes, il y aura des moments clés. Donc ce qui serait parfait, c'est de faire une sortie longue dans laquelle il y aurait, comme la topographie de la course, des parties plutôt plates, des parties avec du dénivelé. Donc on va en s'échauffant jusqu'à la partie un peu montagneuse qu'on a près de chez soi, on va s'entraîner sur cette partie avec du dénivelé, on va revenir sur du plat. L'idéal, c'est quand même de reproduire le plus possible le parcours du marathon pour tous. Et en complément de cette sortie longue, donc j'en arrive à ce que je voulais dire, moi, je conseille de faire des séances que j'appelle des séances de côte-descente. Donc, les séances de côte-descente, comme leur nom l'indique, sont composées de côte, mais aussi de descente. Et en fait, le plus important de la séance, c'est pas la côte, c'est la descente. Donc, on va monter relativement lentement à la vitesse à laquelle on monterait le jour de la course, donc pas vite. Moi, je conseille vraiment aux gens dans les parties de côte de ne pas monter vite parce que on se rend pas compte, mais ça produit quand même beaucoup d'efforts. Le cardio monte vite et on va descendre très vite. C'est-à-dire que on va ce qu'on appelle casser de la fibre, casser du muscle. On va faire des contractions excentriques. La contraction excentrique, c'est quand le muscle se contracte en s'allongeant. Donc, quand vous tendez la jambe en descente, votre cuisse, votre jambe est allongée et vous allez vous contracter vos muscles pour résister à cette descente. C'est ça la contraction excentrique. Donc, on va descendre très vite, remonter doucement, descendre très vite,
remonter doucement et répéter comme ça cet exercice pour habituer les muscles des membres inférieurs à contrôler, à maîtriser cette descente. Au début, on peut commencer. Alors, ce sont des séances qui sont assez invalidantes, ça fait mal aux jambes. Donc, on peut commencer au début moi, je commence au début par des séances très courtes, 10 fois 30 secondes de coup de descente. Donc, je monte pendant 30 secondes, je reviens au point de départ en descendant le plus vite possible, je monte 30 secondes, je reviens au point de départ en descendant le plus vite possible, et comme pour la sortie longue, on allonge. 10 fois 1 minute, 10 fois 1:30, 10 fois 2 minutes, 10 fois 2:30, pour arriver en fonction du dénivelé à des séances de côte descente qui vont durer dans le temps pour que le muscle s'habitue non seulement à la descente, mais à durer aussi dans le temps dans cette descente. Voilà. Et là, sur du 13,5%, là, c'est sévère, donc il va falloir s'y préparer. Alors après, en fonction de la topographie, on peut aussi faire des séances pures de côte, où là, on travaille en côte, la vitesse, elle est élevée en côte, la redescente est très lente, c'est la séance de côte basique, dont on a déjà parlé, qui peut aussi faire l'objet d'une séance en plus. Pour Millau, moi je fais des plans d'entraînement, pour des épreuves vallonnées, je fais des programmes d'entraînement où il y a une séance de côte descente et la sortie longue avec du dénivelé. Donc là on a beaucoup de variations de terrain, mais le but c'est ça, c'est de préparer l'organisme. Parce que il faut se préparer aux descentes, mais c'est bien aussi de se préparer en montée. Mais là où c'est le plus invalidant, là où les athlètes auront le plus de difficultés, c'est s'ils ne courent pas en descente. Le jour de la course, ça peut faire très mal si on ne sait pas préparer. De mon côté, la difficulté, c'est que les côtes que je trouve dans la région, elles n'excèdent pas les 30 secondes. Alors, je les fais bien souvent en navette ou en circuit. Je boucle avec une portion qui va monter, j'ai la descente, un petit replat, je remonte, je descends. Avec ces formes de circuit, ça permet de pas travailler toujours de la même façon, comme tu l'as dit, avec ce côté descente où on va se lancer et se libérer un petit peu. Mais derrière, il y a très peu de replat avant d'attaquer à nouveau la montée. Là, c'est une stratégie, comme tu l'as dit, de renforcement musculaire naturel. C'est ça. Alors, on peut ajouter. Moi, j'ai déjà rencontré ce cas de figure d'athlètes qui préparent des épreuves avec beaucoup de dénivelé et qui sont dans des régions plutôt plates. On peut trouver des petits exercices qui vont renforcer, c'est le cas de le dire, qui vont donner un peu plus de difficulté sur le plan musculaire. Par exemple, on arrive en haut de la côte, on essaie de trouver un point d'appui, c'est possible, c'est pas toujours facile, mais on va faire l'exercice de la chaise. Voilà. Donc là, l'exercice de la chaise, c'est quoi ? C'est de se mettre comme si on était assis sur une chaise, mais il n'y a pas de chaise. Et donc là, on est dans une contraction qui est isométrique, c'est-à-dire que c'est une contraction musculaire sans mouvement. C'est très bien pour préparer les championnats du monde de descente en ski. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la course à pied. Néanmoins, selon moi, cet exercice, il est intéressant parce qu'il va justement créer ce qu'on appelle une hypoxie musculaire, c'est-à-dire que le muscle étant contracté sans bouger, il va peu à peu s'asphyxier. Donc, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Et donc, ça va augmenter la difficulté. Ça va augmenter la charge sur le muscle qui va devoir justement compenser cette hypoxie. Donc, on rend l'exercice de côte descente plus difficile. On peut aussi faire ça en haut et en bas. Séance de chaise, exercice de la chaise en haut de la côte. On redescend, exercice de la chaise en bas. On peut faire aussi d'autres petits exercices de préparation, faire des sauts en contrebas. Enfin bref, on peut rendre cette séance de côte descente plus difficile encore qu'elle ne l'est naturellement si on n'a pas les conditions de terrain appropriées pour préparer le marathon pour tous ou une épreuve avec du dénivelé. Alors c'est vrai que j'aurais pas, je pense, la possibilité d'aller reconnaître cette Côte des Gardes et ce parcours vallonné entre Versailles et le retour vers l'agglomération parisienne. Donc c'est une stratégie. J'aime ces séances de Mio Cross Max, si on peut faire un clin d'œil à Éric Lacroix avec cette combinaison de la chaise et de la montée-descente. C'est intéressant. Tu les places à quel moment dans l'entraînement ? Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce qu'il y a une régularité de ces séances de renforcement avec ce profil et cette topographie vraiment particulière au niveau du parcours? Oui, moi je les place plutôt à distance de la sortie longue. Donc ça peut être le mardi, le jeudi. On peut faire la séance de côte le mardi, la séance de côte descente le jeudi. Moi j'aime bien mettre une séance de MA la veille de la sortie longue. Pourquoi ?
pareil non pas parce que le MA c'est la séance clé et qu'il faut faire absolument, mais parce que non seulement c'est une séance importante, il faut quand même continuer à travailler justement cette endurance aérobie qu'on a besoin pour passer du slow marathon, mais elle permet de créer une pré-fatigue pour la sortie longue qui souvent n'est pas forcément très difficile. Quelqu'un par exemple qui va courir un marathon avec une distance, avec une vitesse spécifique qui est plus lente que sa vitesse de footing, il se fatigue pas, puisque cette vitesse est très lente. Donc on peut très bien mettre une séance de MA la veille de la sortie longue. Chose que je ne ferai jamais avec un sportif qui court le marathon très vite, parce que cette séance de MA, d'abord, elle est très intense, donc elle le fatiguerait trop pour cette sortie longue qui elle-même représente un exercice difficile. Donc là encore, je vais composer, et c'est pour ça que j'adore faire des plans personnalisés sur mesure, je vais composer en fonction du type de coureur mon plan marathon qui ne sera pas le même en fonction surtout du niveau du sportif. Donc voilà, on peut effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, mettre une séance de côte et ou une séance de côte descente, mais plutôt à distance du bloc week-end qui est quand même là où il y a le plus de volume d'entraînement. Tu as répondu, Bruno, à la question que je voulais te poser, c'est est-ce que l'on doit travailler sur des allures supérieures à la vitesse qui va être la nôtre sur marathon? Tu viens de le dire, avec le MA, avec du fractionné, avec des choses qui vont quand même entretenir la cylindrée. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut pas oublier que sur marathon, le pourcentage de VMA qu'on va utiliser est quand même relativement élevé pour la plupart des coureurs. Donc il faut continuer effectivement à travailler la VMA, le MA. Donc le MA, c'est l'endurance aérobie, ce qui permet justement de passer du slow marathon sans que la vitesse décline. Le MA, c'est ça, l'endurance aérobie, c'est continuer, enfin c'est courir vite longtemps. Donc c'est faire en sorte que plus la distance s'allonge, moins la vitesse baisse. Donc ça, c'est très important. Certes, il y a le renforcement musculaire, travail de côte, travail vallonné, mais il y a aussi, je dirais, les bases. Et en fonction du type de coureur, ça va dépendre, mais je prioriserai la séance de VMA ou de MA par rapport à la séance de côte pour le marathon pour tous, par exemple, et je garderai la séance de côte descente qui me paraît, elle, être la plus importante pour se préparer musculairement. Alors, je voyais, Bruno, deux autres spécificités de ce marathon pour tous qui se profile vers le 10 août prochain. C'est la chaleur, dont on ne maîtrise pas aujourd'hui la nature, parce que on peut pas dire qu'en ce 17 juin, la météo soit très clémente et qu'on ait subi jusqu'à présent quelconque chaleur. Donc cette chaleur parisienne du mois d'août sera à prendre en compte, mais également l'horaire. Un départ à 21h, une course qui va s'effectuer plutôt de nuit. Est-ce que ça peut influencer l'horaire de nos entraînements et est-ce que l'on doit tout simplement habituer notre corps à courir sur ces horaires de fin d'après-midi, début de soirée, voire soirée totalement? Oui, moi je recommande vraiment, mais même si même par exemple si on fait le marathon de Paris et que le départ est à 8h, je recommande dans les dernières semaines d'habituer son corps, pas des mois à l'avance, c'est pas nécessaire, mais dans les dernières semaines, oui, d'habituer son corps à ce timing. Voilà. C'est pas aussi évident, c'est pas non plus évident de se lever quand on n'a pas l'habitude de s'entraîner le matin, de faire un effort le matin. Donc c'est la même chose pour le marathon pour tous. Pour les gens qui n'auront pas l'habitude de courir aussi tardivement, moi je recommande de se caler, un peu comme un décalage horaire. On va se synchroniser avec les heures de la compétition durant les 2 ou 3 dernières semaines pour que l'organisme soit habitué et ne soit pas surpris par ces conditions qui vont être un peu particulières. Bon là, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de parties de nuit, un peu sans doute, mais donc oui, il faut s'habituer à courir. Alors, je disais, je répète toujours la même chose sur 24 heures. Les gens me disaient, mais est-ce que tu courrais la nuit? Non, quand je faisais les 24 heures, je ne courais pas la nuit parce que je trouve que là, c'est quelque chose qui était vraiment compliqué. Et se lever à minuit ou à 3 heures du matin pour les courir la nuit, je trouve que ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais là, pour une course qui va démarrer à 21h, ça vaut vraiment le coup de s'y préparer, de se mettre dans les conditions de la course. Sachant qu'il prévoit 8 sas, départ à 21h pour les premiers, des vagues de 2500 coureurs échelonnés tous les quarts d'heure. Donc pour les personnes qui seront dans la vague 7 ou 8, on sera sur une course qui sera quasiment de nuit. Donc le parcours, semble-t-il, sera éclairé suffisamment, mais sur le plan de l'horloge biologique, il y a besoin d'habituer son corps, comme tu l'as dit, à cet effort nocturne. C'est ça. Et puis il y a un autre écueil, il y a un autre piège, si on peut l'appeler comme ça, de courir de nuit, c'est que on n'a pas forcément les mêmes repères. C'est-à-dire que les notions de vitesse, de déplacement sont bouleversées, forcément, parce qu'on fait
fait nuit. C'est pas non plus toujours facile de regarder sa montre. Donc, attention aux allures. Ça, c'est quelque chose que je connais par la pratique du 100 km où les épreuves démarrent souvent à 5 heures du matin. Donc, je peux vous dire qu'à 5 heures du matin, quand on part en pleine nuit, on n'a pas notion de la vitesse, on n'a pas forcément l'œil sur le chrono parce qu'il fait nuit, tout simplement. Donc voilà, ça aussi, il faut se préparer à ça. Ça évite, en fait, tous ces petits détails, ça va éviter le jour J d'être perturbé par des choses qu'on peut anticiper. Donc plus on va anticiper tous ces petits détails, et plus on pourra se concentrer sur l'essentiel, parce que tous ces paramètres qui impactent notre course sont perturbants, et si on peut éviter ça, c'est quand même beaucoup mieux, et pour se concentrer sur l'essentiel. Et effectivement, il va falloir aussi être vigilant, parce que les températures sont pas clémentes, je suis d'accord avec toi, mais on peut très bien, demain ou après-demain, enfin en quelques jours, passer de 17 à 28 degrés, et c'est encore, on l'a vu, certains week-ends du mois de juin, et là, c'est encore plus difficile à s'acclimater. Comment adapter sa stratégie si une telle chaleur s'abat sur le macadam parisien avec le profil de la course, ce dénivelé qui va, je pense, peut-être nous contraindre à marcher dans ces 13,5%. La marche, tu l'as dit, il vaut mieux l'anticiper que de la subir. On l'a déjà dit sur de nombreuses capsules. Mais pour cette stratégie de course, comment tu mènes et comment tu vois justement cette organisation avec un départ plutôt roulant, une portion qui va être très escarpée avant une fin de parcours sur les derniers kilomètres qui sera beaucoup plus roulante, mais avec le passif et ces montées-descentes qui auront bien entamé les organismes. Comment on va pouvoir stratégiquement mener cette course? Je crois qu'il ne faut pas hésiter justement à intégrer dans son esprit que marcher, c'est pas forcément... Alors, les marathoniens ont un peu de mal avec ça, surtout les néo-marathoniens qui font que des semi-marathons ou marchent pas ou peu. Donc oui, il va falloir intégrer cette notion de marche en se disant que c'est la bonne stratégie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, le fait de marcher dans une côte à 13,5%. Si c'est plus efficace que de vouloir courir absolument, il faut le faire. On a l'exemple en trail où même les très bons coureurs, dans certaines portions, marchent parce qu'ils savent que la marche est plus efficace, plus économique surtout, que la course. Donc déjà se préparer psychologiquement au fait que marcher sera peut-être utile dans la course, c'est déjà faire c'est le cas de le dire, c'est déjà faire un grand pas en avant. Après, il n'y a rien de tel que, si c'est possible, d'aller se confronter à une côte de 14%. En Champagne, on a cette possibilité, on a des côtes de 13-14% et même au-dessus, qui sont très courtes, un peu comme la côte des Gardes. C'est dur de courir dans une pente à 13-14%. Et c'est souvent, pour la plupart des coureurs, beaucoup plus pertinent de marcher. Au niveau de l'hydratation, ils annoncent des ravitaillements en eau tous les 2,5 km. Est-ce que tu partirais sur une stratégie embarquée avec les flasques, le gilet, ou est-ce qu'on peut se contenter de cette présence de ravitaillement en eau tous les 2,5 km? Moi, je recommande le gilet et les flasques, parce que déjà, ça permet de n'avoir rien à devoir à personne. On est autonome, donc on ne dépend de personne. Et ça, c'est, je pense, toujours un avantage. Ce qui n'empêche néanmoins de profiter de tous les ravitaillements. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va profiter des ravitaillements, plus on sera autonome longtemps. Donc, les flasques qu'on utilise avec parcimonie et les ravitaillements tous les 2,5 km, on peut justement ne pas avoir à recharger les flasques en ne misant que sur les flasques, par exemple, en disant je grille les ravitaillements, je n'utilise que les flasques. Oui, ok, mais attention, il va falloir peut-être refaire le plein parce que 2 flasques, ça ne sera pas suffisant pour la plupart des coureurs. Après, si les premiers ravitaillements sont très encombrés, on peut passer le premier pour gagner un petit peu de temps, même si on a dit qu'il fallait pas être obnubilé par l'objectif chronométrique. Et puis ça permet en fait ces flasques d'être autonomes. Donc voilà. Après, il est possible, je ne sais pas, c'est une première édition, mais moi j'ai des exemples de courses très populaires où les premiers ravitaillements sont surchargés, il y a beaucoup de monde, on n'arrive pas vraiment à atteindre les... Alors je ne sais pas comment ça sera organisé, je ne veux pas me positionner là-dessus, mais je pense que plus on anticipe sur être autonome, et moins on a de chance d'être dans la panique parce qu'il n'y a pas de bouteille, parce que tout le monde se précipite sur les ravitaillements. Enfin, on connaît ça sur les épreuves de masse,
c'est souvent un peu le bazar. Eh bien, merci Bruno pour tous ces conseils pour ce marathon pour tous. Si vous êtes vous-même, chers auditeurs, dans cette préparation, n'hésitez pas à venir nous solliciter, nous poser vos questions pour cette préparation d'un objectif qui sera unique, objectif olympique. Bruno, est-ce que tu y prendras part ou est-ce que tu aurais aimé y prendre part à ce marathon pour tous dans le cadre des Jeux Olympiques? Maintenant, tu me poses la question, quand on pose la question, je me dis oui, ça va être un événement, ça va être un événement incroyable. Je n'y serai pas, mais je pense que oui, c'est quand même quelque chose d'unique, et c'est ça en fait qui rend cette course formidable, c'est qu'elle sera unique, et donc je me rappelle, c'était un peu la même chose quand j'avais fait la course du viaduc à Millau, où on avait dit ça sera une course unique, il n'y en aura qu'une. Et je m'étais dit, waouh, courir sur le viaduc de Millau, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de courses comme ça où on se dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est ça aussi qui la rend exceptionnelle. Après, les conditions pour y participer, moi je connais quelqu'un qui il y a déjà presque 1 an, 2 ans, je crois, commençait déjà à collecter des points. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Il m'expliquait déjà qu'il allait collecter des points pour le marathon pour tous. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Donc voilà, donc ça a été un peu, alors. T'as réussi à avoir un dossard, donc c'est possible. Mais voilà, peut-être que c'est ce côté un peu compliqué à avoir un dossard qui m'a repoussé, mais de toute façon, je serais pas en France à cette période-là, donc la question ne se pose pas. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à moi ou Bruno. Et puis, Bruno, on pourra se retrouver. Je pense que j'aurai encore pas mal de choses à te demander à l'approche de ce marathon pour tous. Ça marche, avec grand plaisir. Et chers auditeurs, on vous retrouve très vite pour une capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!